Bonjour, pour les personnes en ligne qui nous rejoignent, bonjour à vous. Je vais laisser tout de suite la parole à Alan Bloom, Sylvain Lambinet, donc deux des référents du Master Son, et vous aurez avec Julien et Pauline en première année, en deuxième année, pour répondre après à vos questions. Pour les personnes qui sont sur Facebook en ligne, on prendra les questions que dans la salle, mais n'hésitez pas à les poser et on y répondra la semaine prochaine directement sur Facebook. Et toutes les conférences qui ont été dans la salle de projection seront la semaine prochaine disponibles sur notre site internet aussi pour pouvoir les revoir autant que vous voulez. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, rebonjour, puisque j'ai l'impression que... voilà. Donc désolé pour ceux qui étaient là, celle juste avant, il y aura sans doute des redites, mais voilà. Donc bonjour à tous, Sylvain Lambinet, Alan Bloom, co-référent du Master Son. Voilà, donc on va vous présenter en quelques mots, sachant que tout ce qu'on vous dit est retrouvable sur le site de l'école. Dans la section son, vous avez la maquette des enseignements qui présente donc semestre par semestre la structure des cours avec à chaque fois un descriptif du contenu, des objectifs de chacun des cours, les valeurs en ECTS et toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller consulter les ressources du site qui sont relativement complètes et qui peuvent donner une assez bonne idée de ce qu'on fait ici et dans quel ordre. Et c'est le cas aussi pour le concours avec les référentiels, les descriptifs des épreuves, etc., etc. Pour présenter quand même le master en deux mots, donc c'est un master en 3 ans, on recrute à Bac+2. La première année correspond donc à un niveau licence 3 et ensuite M1, M2. On en sort avec un grade master. La scolarité se termine et se couronne par un mémoire, donc qui répond aux exigences académiques standards du mémoire, c'est-à-dire au moins 60 pages, la méthodologie, la rigueur, voilà, qui a la particularité d'être assorti d'une partie pratique de mémoire. Je commence par la fin, je sais, tu me regardes, mais bon. D'une partie pratique de mémoire, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Première année, donc cette licence 3, qui est uniquement un tronc commun, c'est-à-dire que tous les élèves qui sont dans le master sont concernés par les mêmes enseignements, qui mêlent à part égale ou quasiment égale les enseignements dits théoriques et les enseignements pratiques. Les enseignements théoriques vont rassembler à la fois les cours de technologie audio, d'acoustique, de traitement du signal, d'électronique. Donc vraiment le socle nécessaire de la boîte à outils de l'ingé son bien éduqué. Euh, les enseignements pratiques vont se diversifier en musique, radio, cinéma, une initiation à la sonorisation, au son réseau. Voilà, donc un panorama assez large des différentes disciplines auxquelles forme l'école et qui correspondent aux champs professionnels qu'on a identifiés au cours des années. À l'issue de cette première année, l'étudiant a donc parcouru pas mal de champs possibles et on lui demande une spécialisation, de choisir parmi les trois options qu'on propose, c'est-à-dire son à l'image, sonorisation ou art sonore. Donc, son à l'image, c'est tout ce qui va concerner le son pour le cinéma, de la prise de son sur le tournage, montage son, mixage. Sonorisation, donc le son live plutôt orienté concert, et art sonore, tous les dispositifs de diffusion un peu moins conventionnels dans des espaces d'exposition, dans des lieux d'art contemporain, qui souvent engagent un système d'interactivité avec le public, ou en tout cas des dispositifs de capteurs, pour faire évoluer le son en temps réel, des spatialisations un peu plus baroques que celles qu'on a l'habitude de voir dans les médias traditionnels. Donc le début de la deuxième année est marqué par cette répartition dans les options, sachant qu'elle n'occupe jamais que 30% du reste de la scolarité. Le tronc commun reste majoritaire pendant les 3 années et il continue à être constitué des technologies audio, du socle scientifique qui reste à 95% le même pour tous les étudiants, des apprentissages autour de la radio, de la musique qui restent aussi transversaux. Tout ça pour dire que l'essentiel du master Loup Lumière est d'être et de former des généralistes du son aptes à s'adapter à priori n'importe quel champ disciplinaire et professionnel
ensuite, et on tient à ce que ce soit le cas, qu'en tout cas, il n'y a pas un fléchage dès la deuxième année vers des champs de métier à l'exclusion de tous les autres qui rendraient les étudiants à la sortie voilà, déjà trop orientés. Donc voilà, normalement, un étudiant sorti de l'eau-lumière peut prétendre à aller travailler dans à peu près tous les domaines du son. Voilà. Auquel il faut rajouter le versant plus recherche, développement, puisque le Grad Master permet à la sortie de l'eau-lumière éventuellement une poursuite en doctorat. Tous les ans, ces dernières années, on a à peu près un étudiant qui a le désir de poursuivre en doctorat, et ça se passe plutôt bien, dans des domaines assez variés. On a une ancienne étudiante qui est sur un doctorat qui relève plus de la sociologie du son, un autre qui est beaucoup plus dans la spatialisation et l'ingénierie chez un développeur d'enceintes et de systèmes de spatialisation. Donc voilà, la transversalité et la pluridisciplinarité se retrouvent à ce niveau-là aussi dans les poursuites en recherche qui sont disponibles aux étudiants qui le souhaiteraient. Et plus du versant métier, mais on a aussi régulièrement des étudiants qui se tournent vers l'ingénierie, le développement, donc développement de plugins, de dispositifs, éventuellement de hardware, de consoles ou d'équipements embarqués, enfin, voilà tout ce qu'on peut imaginer. Autant dire que le spectre est assez large des possibilités qui sont offertes à la sortie, et ça impacte le recrutement, puisqu'on cherche des candidats qui vont pouvoir s'adapter justement à une pédagogie qui balaye beaucoup de champs et qui leur demande une curiosité et une disponibilité à pas mal de choses différentes. Je te passe la parole, si tu veux compléter ou poursuivre. Oui, bonjour. Ben, tu as quand même déjà dit l'essentiel, il me semble. Donc, oui, on forme donc ce qu'on peut dire des ingénieurs du son, même si c'est un terme un petit peu qui recouvre pas véritablement un métier, mais donc voilà, tout ce panel de métiers euh, de bon niveau. On a des bons retours du milieu professionnel et une insertion professionnelle quand même qui nous semble très bonne au vu des anciens qu'on revoit régulièrement, qui parfois réinterviennent ici. Il y a du coup une visée assez professionnalisante des métiers de l'audiovisuel, donc de l'école, mais cette aptitude à être donc généraliste et adaptable et peut-être même pouvoir changer au cours de sa carrière, même d'orientation et de métier. On a un ancien étudiant qui était monteur cinéma et qui, pendant son mémoire, avait développé des choses autour de la psychoacoustique, des tests de perception et qui se reforme en sciences cognitives et qui travaille déjà dans des équipes de recherche de l'IRCAM, voilà, tout en maintenant une activité de monteur cinéma. Donc c'est pour illustrer. Donc peut-être en complément, c'est de dire que ce lien avec le monde professionnel, il se fait de diverses manières, que on a une équipe de permanents à l'école qui assureront donc la cohérence du cursus pédagogique et contrairement peut-être à une école d'art qui va fonctionner par vraiment une pédagogie de projet, il y a des projets d'envergure qui sont faits à l'école, mais on commence par des exercices assez guidés. Et petit à petit, les projets deviennent de plus en plus en autonomie, avec des points de rencontre avec les enseignants. Donc ça, c'est notre socle qui est assez construit, quoi. C'est vraiment des cours, hein, on peut dire, quoi. Même s'il y a vraiment une partie création et des productions sonores et cinématographiques qui sont faites. Je me perds un peu parce que j'allais parler, pardon, de l'aspect lien avec le monde professionnel. Tout au cours du cursus, il y a donc en plus de cette équipe de permanents, beaucoup de professionnels qui interviennent et qui viennent donner des éclairages méthodologiques ou leur façon de faire, parfois différentes manières de faire sur des mêmes enjeux. Et que ça se prolonge aussi par des partenariats, parfois où des choses se font à l'extérieur, dans des studios qui accueillent les étudiants, à Radio France. Donc, les étudiants ont l'occasion donc de rencontrer le monde professionnel à l'intérieur de l'école, en dehors par les partenariats, par leurs stages. Donc, on a des périodes de stage qui sont obligatoires et identifiées, des rapports de stage à faire, mais il y a la possibilité de faire bien plus de stages, et c'est souvent le cas, même pendant les vacances,
l'école encourage et conventionne des stages pour les étudiants autant que possible. Et un autre biais, c'est l'aspect réseau. Le réseau des anciens de Louis Lumière qui est assez conséquent et assez robuste et qui est nourri par une association des anciens qui est active et qui organise des soirées de parrainage où se font rencontrer donc les nouveaux étudiants et les anciens avec une discussion des projets professionnels et de chercher un parrain qui vraiment conviendrait bien pour être une nouvelle porte d'entrée encore vers le domaine professionnel visé par l'étudiant, même si parfois ce projet professionnel évolue au fur et à mesure de la scolarité. Voilà ce que je peux rajouter en complément. Je ne sais pas si on peut passer peut-être à la parole aux étudiants, si vous voulez ajouter. Pas forcément. Je sais pas, sinon on peut se présenter, je sais pas si ça vous intéresse, peut-être. Moi je suis Pauline, je suis en son 1, donc j'ai passé le concours l'année dernière pour entrer dans le master son, et vu que ça a été fructueux, je suis ici aujourd'hui. Avant de rentrer, j'ai fait 2 années de prépa cinéma, et donc moi j'avais plutôt envie de m'orienter dans le son à l'image, c'est aussi pour ça que je suis rentrée, mais vu que j'ai envie aussi enfin, de manipuler un maximum d'objets sonores différents, je suis super contente que on ait justement cet enseignement qui est vraiment très diversifié, et que là on fasse des projets de radio, de cinéma, mais aussi de prise de son musicale. Et justement, bientôt, je pense qu'on va commencer à faire un peu d'initiation à la sono. Donc, le fait qu'on ait autant d'outils sonores mis à notre disposition, c'est super enrichissant, et ça nous permet de ne pas nous enfermer dans une seule voie, et de voir en fait tout ce qui peut être offert à nous par l'école. Donc moi, pour l'instant, c'est ça qui me stimule, et je suis super contente. Bonjour, Julien Rivière, en deuxième année, en son 2, en option sonorisation. Juste pour revenir sur les options, enfin, je pense que c'est plus le mot option qui peut faire un peu peur, mais c'est surtout un approfondissement en fait de la matière, et en aucun cas ça ferme des portes. C'est vrai que des fois on peut avoir tendance à se dire qu'on joue un peu notre diplôme dans ces options-là, alors que pas du tout. La preuve en est, c'est que je suis en option sonorisation et je continue à faire du son à l'image régulièrement, des tournages ou autres. Et ça n'empêche pas que je continue aussi à apprendre avec les élèves qui sont en option son à l'image, ou encore avec les professeurs référents des options. Donc voilà, et on garde encore ce tronc commun qui est assez fort en musique et en radio. Voilà. Peut-être je peux juste dire deux, trois mots sur mon parcours. Moi j'ai fait un IUT mesure physique, donc maintenant ça s'appelle un BUT, c'était en 2 ans. Et à la fin de cela, je suis parti en licence 3 en musicologie et option métier du son. Puis en fait, avant de rentrer à Loup Lumière, j'étais à la classe égalité des chances de Loup Lumière. Je sais pas si certaines et certains connaissent. C'est une super classe qui est mise en place par l'école et subventionnée, comme, si on peut appeler ça comme ça, par une fondation qui vise à préparer le concours. Et voilà, donc j'ai fait cette classe-là, et à la fin de cette classe, je suis rentré en section son. Juste pour dire que moi, ce que je trouve intéressant à l'école, c'est qu'il y a un super maillage entre les étudiants dans la promo, entre les sections et entre les différentes promos. C'est-à-dire qu'on vient tous de milieux géographiques différents, on a tous d'origines différentes, de cursus et de filières différentes. On a tous un peu des spécialités en rentrant à l'école, même si ces spécialités vont être approfondies à l'école. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir... on a un apprentissage avec les profs, avec les professeurs, avec les intervenants, mais aussi on a un apprentissage entre élèves. Et je pense que cet apprentissage-là, il est enfin, peut-être on l'oublie souvent, mais il est très très puissant, et on en apprend vraiment vraiment beaucoup entre élèves. Et voilà, donc c'est aussi là, je pense, un grand atout de cette école-là, c'est que comme il y a beaucoup de candidats, il y a aussi beaucoup de profils différents, et c'est vraiment une grande chance d'être avec tous les autres camarades qui nous apprennent des choses à longueur de journée. Ces petites larmes dans l'œil. Merci. On ne les a pas payés. Hein, pour... Pas encore.
Mince. Et pour rebondir ce que disait Julien, c'est que donc ces projets aussi entre élèves sont encouragés. Donc on a quand même des conditions de travail qui sont vraiment très agréables. Déjà, c'est 16 étudiants par promo. Donc dans les cours théoriques, c'est des classes de 16, c'est déjà assez petit, c'est vraiment des conditions agréables. Et dans les travaux, ce qu'on appelle les pratiques instrumentales, dans les installations, les groupes sont divisés en quart de classe ou demi-classe selon sur certains TD. Donc on se retrouve au Sylvain, ces interventions sont devant 4 élèves en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose de très individualisé. Et donc toutes ces installations dans lesquelles se font ces pratiques sont aussi mises à disposition des étudiants en dehors des heures de la pédagogie. L'école ferme à 10 heures tous les soirs et est accessible le samedi également. Et donc les projets personnels sont aussi nettement encouragés. Donc effectivement, il y a une grosse émulsion entre élèves. Les étudiants et étudiantes de son sont toujours sollicités par ceux de ciné pour aller faire le son de films ou d'autres projets avec les étudiants de photo, qui ont des œuvres qui sont assez multimédia et qui peuvent impliquer aussi donc du design sonore. Donc il y a cette émulsion, c'est sûr elle est riche d'enseignements et donc l'école essaye de soutenir au maximum ça en ayant les installations, du matériel qui peut être empruntable, de prise de son pour faire des prises de son en dehors de l'école, même le week-end qui peut être ramené chez soi pour aller faire des prises d'ambiance de nature, des choses comme ça. Donc c'est sûr que c'est une partie importante. On a pu s'en rendre compte quand il y a eu la période Covid où grâce aux petits effectifs qu'on avait, on a pu assurer l'essentiel de notre pédagogie. Mais ce qui a manqué, c'est tous ces projets en plus et un temps de pratique dans les installations qui est vraiment précieux et où effectivement vous vous dépannez les uns les autres aussi quand il n'y a plus de profs et où vous avez vraiment l'occasion d'approfondir et de maîtriser les outils plus en profondeur. Ce qui m'amène à dire un mot du volume dans lequel les étudiants sont engagés. En moyenne, les étudiants sont pris par la scolarité une moyenne de 35 heures par semaine, même si ça varie d'une semaine à une autre. En période de projet, ça va être beaucoup plus intense. Et des fois, il y a des périodes où il y a des jours de relâche. Voilà, vous aurez 2 jours de cours par semaine. Mais la grosse moyenne, c'est 35 heures. Seulement, tout ce qui a été décrit, c'est-à-dire tous ces projets en dehors qui sont possibles et favorisés à l'école, et cette continuation de l'apprentissage par les étudiants entre eux, la manière dont ça s'infuse et la construction du réseau sont vraiment importantes et un prolongement de l'école qui est vraiment précieux. Tout ça pour dire que c'est 3 ans où il faut prévoir de se rendre disponible à 100% pour l'école. C'est pas quelque chose qu'on fait à côté d'autres choses. Ou alors si on fait ça, je crois qu'on n'en tire pas tout le bénéfice possible et on construit pas la familiarité du rapport aux outils tels que peuvent avoir les étudiants qui pratiquent beaucoup en dehors. La connivence, la construction d'embryons d'équipes qui seront amenés à grandir et ensemble. Et Alan parlait du réseau des anciens qui effectivement est solide. Et il n'est pas rare que des gens qui sont sortis depuis 10, 12, 13 ans continuent à vraiment se voir en dehors, amicalement mais professionnellement aussi, et que la vivacité du réseau et la manière dont tout le monde se stimule les uns les autres continue longtemps après la lumière. Ça c'est possible parce qu'à l'intérieur de la lumière ça a été vécu à 100%. Voilà, pour prévenir les éventuelles questions sur et si j'ai envie de faire un double cursus et les choses comme ça qui reviennent régulièrement. Voilà, c'est une école exigeante, pas brutale, je crois que les gens sont heureux dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai engagement pour en tirer le meilleur parti. Je pense qu'on peut tout de suite passer à des questions. Je voulais juste avoir des renseignements au niveau du concours, en quoi il consistait exactement, les différentes étapes peut-être. Alors, je le redis, allez vraiment voir sur le site, tout est décrit, etc. Mais en 2 mots, on a 2 étapes. Une première qui est constituée de 3 QCM. Un... Quand? Il n'y a pas maths, physique, électronique? Ah oui, c'est une même épreuve, maths physique.
On joue sur les mots. Mais voilà. Donc 2 QCM, maths physique et électronique. Électricité électrique, voilà. Donc en tout cas, ce QCM, les matières théoriques scientifiques qui sont testées, voilà, qui sera un questionnaire en ligne ou donc une session qui s'ouvre, vous devrez répondre et ensuite la session se fermera. Donc c'est chronométré. Plus un dossier à rendre qui est constitué de 2 étapes, une création sonore sur une thématique qui vous sera donnée. Donc vous devez produire un objet sonore de 3 minutes. Tout est permis. Vous pouvez exploiter n'importe quelle matière sonore, enregistrement, archive, voilà, tout ce que vous voulez, j'en dirai pas plus, mais pour essayer de nous raconter quelque chose en rapport avec le thème à l'intérieur de ces 3 minutes. Et une analyse filmique où seront mis en ligne 3 extraits de films et une question thématique sera posée. Vous devrez écrire une sorte de... En littérature, c'est un commentaire comparé qui relie les 3 extraits et les éclairer par la question qui vous est donnée. Ça constitue la première phase, à l'issue de laquelle il y a une première sélection qui mène ensuite à 3 euros, un oral sciences et techniques, donc avec une épreuve type colle à faire et puis des questions qui vous seront posées. Une épreuve d'écoute critique et d'analyse sur la base en général d'un documentaire ou d'une fiction radiophonique qu'on vous diffuse pendant l'oral et vous devez réagir et voilà, un échange s'engage avec le jury. Et un 3e oral dit motivation culture générale, où là on essaye de sonder ben voilà, le parcours qui vous a amené ici, comment vous représentez les choses, pourquoi cette école plutôt qu'une autre. Pas tellement pour... Le but c'est pas d'avoir de la langue de bois, c'est au contraire de vérifier s'il n'y a pas erreur d'aiguillage, si c'est vraiment le bon projet pour vous et que vous vous représentez, notamment les champs de métiers. Parce qu'on forme à des métiers qui peuvent nourrir des représentations et un peu du fantasme de voilà, le studio, le producer, la musique, tout ça, etc. On forme des techniciens avant tout et des collaborateurs de création, mais on n'a pas vocation à former des artistes. Ce qui ne veut pas dire que des artistes ne peuvent pas émerger à l'intérieur du cursus, mais ça, c'est vos trajectoires personnelles qui vont le décider. Il arrive que des personnes toquent à la porte de l'eau-lumière en se disant voilà, ça va m'aider à développer moi ma carrière en tant que, je sais pas, compositeur, producteur, etc. C'est vraiment pas l'enjeu de l'école et il vaut mieux prévenir ça assez tôt pour éviter 3 années qui peuvent être douloureuses pour l'étudiant en question au premier chef. Voilà, cet oral aussi, on va tester, on va interroger vos appétences techniques, la curiosité en général pour la chose sonore. Voilà, on va parler cinéma, on va parler musique, on va parler œuvres radio. Ça nous mènera sans doute sur le terrain de l'actualité politique, en général, quand ça se passe bien. Voilà, donc c'est à la fois un peu fourre-tout, mais en même temps pour mieux vous cerner et savoir si vraiment vous venez chercher ce qui vous convient. Et c'est aussi une manière pour l'école de vous offrir un visage et vous de vous déterminer si est-ce que c'est l'école qui me convient ou est-ce que est-ce que cette discussion est très pénible et que j'ai hâte d'en sortir. Voilà. Ok. Et puis voilà, après, résultat. Oui. Ok, parfait. Et au niveau des compétences techniques attendues du coup pour le concours? Des compétences techniques attendues sur le plan technique, c'est peut-être plus une curiosité technique qu'on attend. Par contre, il y a un bagage scientifique quand même attendu, des outils un peu mathématiques ou des choses physiques, électroniques, un minimum de bagage, ce qui fait que donc quand même l'essentiel des étudiants et étudiantes qui rentrent viennent de cursus scientifiques parce on pourrait le préparer par soi-même, mais il y a quand même un bagage bac+2 assez important et dans les cours qu'il va y avoir de traitement du signal, d'électronique, voilà, on a besoin de ces outils il y a des petites révisions qui sont faites en première année, mais voilà, donc c'est plus ça qui doit être testé. Donc là, il y a aussi sur le site un référentiel par rapport au bureau du concours où est listé de manière assez détaillée quand même les attendus en électronique, en physique. C'est assez détaillé avec vraiment les notions.
Et donc, au besoin, on peut donc aller chercher des bouquins. Il y a même une bibliographie qui est donnée à titre indicatif pour compléter. Et puis, éventuellement, les annales, s'entraîner, voir si on, on a à peu près les éléments de réponse pour ça, quoi. Il y a aussi la bibliographie du coup sur le site de l'école. Elle est assez dense. C'est vrai qu'en fait, il y en a un peu pour tous les sujets qui sont attrait au son. Mais c'est vrai qu'il y a quelques bouquins qui sont, on peut dire, de référence, de base. Est-ce que j'ai le droit de les citer? Oui, je pense. Ouais. Ce qu'on appelle les livres des techniques du son. Il y a 3 tomes qui sont souvent réactualisés. Et d'ailleurs, quelques professeurs de Loup Lumière y participent. C'est 3 bouquins qui permettent de traiter à peu près une grande partie des connaissances demandées et requises pour le concours vis-à-vis des techniques audio. Et voilà, donc premier tome, c'est plus de la théorie de base. Deuxième tome, troisième tome, c'est plus des choses spécialisées sur la microphonie et sur l'utilisation des technologies. Donc je vous invite vraiment à étudier ces bouquins en profondeur. Et voilà. Ok, merci. Si le QCM de technique audio est toujours d'actualité, non. C'est celui-là, justement, je pensais, voilà, qui a disparu. Pour le... il n'y est plus. Il n'y a plus de QCM de technique audio, voilà. Et la technique audio est plus testée, donc, finalement, à l'oral. Dans le jury sciences et techniques, il y a un temps qui est attribué un peu à, voilà, la curiosité technique et à voir un petit peu s'il y a eu, en fonction de l'expérience, voilà, des occasions de voir des dispositifs, ce qui en a été compris. Et dans le jury motivation aussi, on prendra un temps, voilà, c'est un peu ce que disait Sylvain, quoi, pour vérifier qu'il y a une curiosité dans ce domaine-là, comme c'est dans l'enseignement un poids assez important, de vérifier que c'est pas quelque chose qui va rebuter euh, en entrée. Donc voilà, ça se translate finalement essentiellement à l'oral, quoi. On a estimé que qu'en QCM, il n'était pas si intéressant de le conserver. Je reviens en mêlant ça et la question sur les compétences techniques à avoir. Au moment du concours et dans les oraux, ce qui nous importe plus, encore plus que des savoirs pratiques qui, eux, vont venir avec la manipulation et qui vous seront enseignés à l'école de toute façon, c'est une agilité logique en face d'une situation donnée, à voir comment vous abordez le problème ou le dispositif et est-ce que vous avez une logique solide dans l'abord du dispositif. Les connaissances en elles-mêmes, vous les acquérerez pendant le cursus, mais l'agilité à examiner un problème et à vous en emparer, ça c'est plus valable parce que ça nous assure que vous serez des étudiants réceptifs pendant 3 ans. Je me souviens d'un étudiant à qui on avait posé une question sur le timecode, donc un mécanisme de synchronisation image et son. Il n'en avait aucune idée. Et sous nos yeux, il a quasiment réinventé le timecode. Voilà, en tout cas, il est arrivé pas loin de la bonne réponse, mais juste par la logique. Alors, comme on ferait, ben, il nous faudra un signal comme ci, alors on pourrait faire comme ça. Voilà. Je préfère quelqu'un qui arrive à s'approcher de la bonne réponse par la logique que quelqu'un qui me répondrait du tac au tac parce qu'il le saurait. La première version me dit qu'il y a une appétence, une intelligence qui vraiment s'empare des problèmes et c'est rassurant pour la suite. Je veux bien rebondir là-dessus. En effet, par exemple, moi, je me souviens, à mon oral, on m'avait, à l'oral de sciences, qui était aussi, du coup, un oral un peu de technique audio à la fin, on m'avait posé, enfin, un exercice qui était plutôt une mise en situation sur comment on ferait pour avoir du son synchrone en projection pellicule. Et bon, moi, je ne savais pas exactement parce que j'avais jamais fait ça dans les faits. Enfin, j'avais déjà tourné un peu en Super 8, donc j'étais assez familière avec la croix de Malte et tous les dispositifs de prise de vue de pellicule. Mais j'avais pas exactement étudié ce phénomène. Et en fait,
j'étais un peu aidée, aiguillée par les profs et on trouve des chemins pour, enfin c'est ça exactement, par logique, trouver un dispositif qui ferait que en lisant, enfin en mettant le lecteur son soit en haut du projo, soit en bas, en désynchronisant le son par rapport à la bande image, on réussit à avoir finalement un son synchroné avec l'image. Et bah, c'était juste. Enfin, il faut pas tout connaître par cœur, il faut pas forcément être à l'aise et ultra compétent dans tous les sujets et tous les domaines. On réussit à trouver notre chemin, je pense. Je pense que ce qui est aussi sympa dans le concours, c'est que il faut réussir à sortir de sa zone de confort en travaillant le concours et ne pas rester sur les sujets que l'on connaît par cœur et à les peaufiner en les spécialisant à fond. Il faut vraiment essayer d'aller là, à l'endroit où on a le plus, pas, enfin, j'aime pas le mot faiblesse, mais le plus de choses à apprendre. Et voilà, n'hésitez pas, je pense qu'il y a plein de gens qui sont fans de musique, n'hésitez pas à aller voir un jour comment se passe un tournage, à aller vraiment chercher à être bénévole ou même faire de la perche ou même du son sur du tournage. Et inversement, n'hésitez pas à découvrir un peu tout ce qui se passe dans le domaine du son. Et même si vous avez une question sur le domaine du cinéma précis, comme ce que tu as eu Pauline, peut-être que c'est avec une autre expérience que vous pourrez rebondir et ça montrera votre curiosité, votre sensibilité à la question sonore. Et ça sera, je pense, pas disons des points de gagner, mais ce sera un intérêt supplémentaire pour le jury à vous prendre. Donc foncez, prenez toutes les opportunités que vous pouvez. C'est vraiment une belle occasion d'apprendre beaucoup de choses. Bonjour. Ce serait quoi une semaine type à Louis Lumière, même si je sais que les horaires ça varie beaucoup au niveau des enseignements? Lundi café chouquette, en arrière. Grosso modo, la répartition type, mais qui connaît beaucoup d'entorses, c'est lundi, mardi, les enseignements plutôt théoriques, mercredi, jeudi, vendredi, plutôt les enseignements pratiques. On essaye d'avoir, dès le début de la première année, un maillage entre les deux, pour que ce soit pas un tunnel de théorique et ensuite une mise en application, mais de passer constamment de l'un à l'autre. L'idée étant aussi d'une, de ne pas vous épuiser les neurones dans un seul type de préoccupation, mais aussi de favoriser la mise en relation avec les connaissances théoriques et leur prolongement voilà, dans l'outil, dans la manipulation, pour que ce ne soit pas deux choses hétérogènes qui se rencontrent jamais vraiment. J'ai l'impression que ça marche un peu. Oui, ouais, c'est gentil. On fera le chèque plus tard. Donc voilà, ça c'est le canevas type. Ensuite, dès qu'intervient la saison des projets, par exemple le tournage va prendre, je dis n'importe quoi, mais 5 jours plus 2 jours de prépa avant, on ne peut pas maintenir ce canevas-là. Donc là, il y a séparation suivant les groupes et les options choisies, etc. Mais la semaine type, c'est un peu ça. En général, c'est quoi? C'est 9h30, 17h ou 9h30, 18h, c'est à peu près le volume de cours par jour. On essaye, la plupart du temps, on y arrive. Il arrive que les cours aillent jusqu'à 20h parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, donc on rajoute des modules. Quelquefois, très exceptionnellement, le samedi aussi, parce que quand on a un jour férié, faut bien qu'on le rattrape en vrai, donc c'est le samedi. Mais voilà, c'est un peu ça le... Non, en fait, rares sont les élèves qui ont envie à 17h de partir de l'école. En général, on reste tous enfin pas tous, mais on est pas mal à rester pour faire des projets, des choses comme ça. Donc vraiment, la vie à l'école elle est très très intense. Pas déplaisante, mais intense. Et par exemple, juste pour donner une idée, cette semaine, on a eu lundi, mardi, on a eu cours, on a eu cours technique audio avec Alan, on a eu traitement du signal. Enfin, je suis en deuxième année, mais voilà. Et puis après, mercredi, jeudi, vendredi, on a eu un module sur les paysages sonores. Et c'est aussi intéressant à Loup Lumière, c'est que en un mois, en fait, les modules qu'on va avoir, enfin, si on peut appeler ça des modules, c'est-à-dire le mercredi, jeudi, vendredi, les parties pratiques vont être très très variées selon les semaines. Donc une semaine, on va pouvoir faire de la sonorisation, tandis que la semaine suivante, on fera du paysage sonore, et la semaine d'après, on fera de la radio ou de la musique. Et ainsi, dans un mois, en fait, en un mois, on a étudié beaucoup de domaines du son, et c'est assez stimulant, assez intéressant. Et là, par exemple, nous, jeudi, on a fini à 20h parce qu'en fait, jeudi matin, on avait une rencontre avec les gens de l'IRCAM, avec Alan et des anciens étudiants.
Donc on a pu visiter les locaux de l'IRCAM et tout. Puis après, du coup, comme la journée s'est décalée, on a commencé le cours à 14h à la place de commencer à 9h30 et on a fini à 20h. Et d'ailleurs, on est resté après 20h pour peaufiner un peu ce qu'on avait fait ou autre. Donc des bonnes semaines, on dort bien. Oui, et enfin, en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais vu qu'on a la possibilité de réserver des salles, soit pour continuer les projets qu'on fait en cours, si on a envie de plus les peaufiner, soit pour des projets perso, des hors-cursus, et ben, c'est vrai qu'on a tendance à rester plus longtemps le soir ou à réserver le samedi des salles, même si on n'a pas cours, parce que l'accessibilité aux locaux et au matériel, c'est quand même une grande chance et ça nous permet de vraiment, c'est ce qu'on disait justement de plus utiliser le matériel qui est mis à notre disposition, de nous familiariser avec les consoles, avec les locaux et de pratiquer. Donc c'est toujours un bénéfice. Merci. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la classe égalité des chances. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément? Oui. Je vais dire quelques phrases, mais vous avez une super conférence ce matin qui a été tenue sur la classe égalité des chances. Mais vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'école ou sans doute sur YouTube ou Facebook. La classe égalité des chances, c'est une classe qui est donc financée par une fondation qui s'appelle la Fondation Culture et Diversité. Cette fondation appartient à plusieurs entreprises, dont l'entreprise Fimalac. Fimalac, c'est le premier employeur d'intermittents du spectacle de France. Donc déjà, c'est pour donner l'envergure, c'est que c'est une fondation qui est spécialisée là-dedans. Elle a des classes dans plusieurs écoles de France, que ce soit les Beaux-Arts, l'école du Louvre ou la FEMIS. À l'eau Lumière, ce qui est propre, c'est que on est choisi, enfin, la classe prend à peu près entre 10 et 16 étudiants par an, ça varie selon les années. C'est des étudiants qui proviennent du monde de la photo, du cinéma et du son et qui ont vocation à passer le concours à la fin de l'année. Des étudiants qui sont boursiers et qui étudient en région Île-de-France. Donc c'est une classe qui donne des cours dans les locaux de l'eau Lumière, avec des professeurs de l'eau Lumière, avec des intervenants de l'eau Lumière, avec les ressources pédagogiques de l'eau Lumière, tous les samedis matins ou les samedis en journée, ça dépend. Par exemple, là en ce moment, ils ont cours toute la journée au premier étage. Et c'est des cours qui vont être, qui vont s'axer sur le monde du son, du cinéma et de la photographie. Donc c'est-à-dire qu'en étant étudiant à la classe égalité des chances, j'ai appris aussi beaucoup sur le cinéma et sur la photo. C'est une classe qui vise à préparer le concours. Je dirais pas forcément cela. Enfin, elle vise à donner surtout une culture générale et une connaissance de un peu l'idée de l'école et voilà, une mise en confiance aussi vis-à-vis du concours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a accès aux professeurs, enfin aux intervenants de l'école, donc on peut leur poser des questions. On a accès au CDI, on peut faire ça. Et une fois qu'on est accepté, on a une aide financière et une aide logistique. Donc l'aide logistique pour trouver des logements et aide financière pour payer ce logement ou d'autres matériels pédagogiques. Donc la classe, en fait, elle accompagne les étudiants pendant l'année où ils vont passer le concours. Donc on candidate à la classe égalité des chances l'année avant celle où on va passer le concours. Et c'est pour la raison pour laquelle il suffit d'être déjà en études supérieures. Donc déjà d'avoir passé le bac et d'être en première année d'études supérieures. On candidate pour intégrer la classe égalité des chances. Si on est pris, on rejoint la classe en septembre et on suit donc ces séances, comme l'a dit Julien, de septembre jusqu'à février. Puis le concours, il est ensuite au mois de mars. Et ce n'est pas une préparation au sens où chaque séance va permettre de voir un aspect, une épreuve du concours, puisque tous les étudiants de la classe se préparent pour un concours différent, photo, son ou cinéma. Mais c'est un socle qui va aider ces étudiants aussi bien pour les écrits et en vue des oraux pour aussi un petit peu aiguiser leur aisance à l'écrit, à l'oral et pour arriver mieux armés. Voilà. Et donc, comme l'a dit Julien, toutes les informations sur la classe égalité des chances sont également sur notre site internet. Et je voudrais juste rajouter qu'évidemment, les étudiants de cette classe passent le même concours que tout le monde. Et ils peuvent ensuite dire s'ils ont fait cette classe ou pas. Ça veut dire que voilà, c'est n'importe quel étudiant quand il rentre dans l'école.
Il n'y a pas un couloir spécialisé pour la classe égalité des chances et les jurys du concours ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est si le candidat souhaite le dire, mais le jury ne le sait pas. Et la participation à la classe égalité des chances fait qu'on est exonéré de frais d'inscription au concours. Voilà. Et l'une des conditions, donc, comme l'a dit Julien, pour intégrer la classe, c'est d'être boursier et étudiant dans un établissement, n'importe lequel, de la région Île-de-France. Et je pourrais ajouter que le fait de faire de la classe égalité des chances, à la fin, certains vont passer, enfin, tout le monde va passer le concours, certains vont l'avoir, certains d'autres non. Mais en fait, c'est un apport, ça peut être vu aussi comme une formation de complément vis-à-vis des études que l'on fait avant Loup Lumière ou que l'on fait dans notre cursus habituel. C'est vraiment une chance, c'est vraiment une chance parce qu'on apprend beaucoup sur plein de sujets différents avec des intervenants spécialisés et tout. Et voilà, faut pas voir ça comme vraiment un unique couloir pour Loup Lumière. Ça peut nous servir pour avoir d'autres écoles, pour par exemple la FEMIS ou autre. Enfin, c'est assez large et c'est très précieux. Bonjour, j'étais pas présent ce matin, donc je sais pas si la question a déjà été posée, je rattraperai. Mais j'ai entendu parler d'un déménagement de locaux et je voulais savoir si dans les locaux l'année prochaine, il y aurait les mêmes types de régies ou s'il y avait encore des problèmes là-dessus. C'est un peu prématuré puisqu'on est en élaboration de la manière dont ça va se faire. Ce qui est sûr, c'est que dans les locaux où on va atterrir, si il n'y a pas la place pour faire le même type de régie, on prendra les dispositions pour se rapprocher de nos partenaires du monde professionnel, donc des auditoriums, des salles de prise de son, des studios, tout ce qu'on veut, pour délocaliser certains modules pour qu'il y ait voilà, soit des projets, soit des cours qui se passent en grandeur nature, que donc ça n'impacte pas le rapport à l'outil des étudiants. Donc ça, en tout cas, on sera extrêmement vigilant à ça, mais même pour nous, moi, j'ai pas envie d'enseigner sur une version dégradée, en sachant très bien que l'étudiant n'a pas accès à ce que leurs camarades de l'année précédente ont eu. Donc, vous garantir que dans les locaux, il y aura la même chose. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de le faire. Vous garantir qu'on fera tout pour que, au cours de sa scolarité, l'étudiant ait accès à une expérience comparable à celle des étudiants qui ont fait tout leur cursus ici. Ça, autant que c'est en notre pouvoir, oui. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir là-dessus. Si tu veux compléter. Non, tu as dit exactement. L'idée, c'est évidemment d'avoir une continuité de formation. On sera peut-être plus à l'étroit, parce que comme vous avez vu ici, c'est quand même très grand pour 150 étudiants, et ce qui est bien, parce que c'est des installations très particulières. Donc l'idée, c'est effectivement de retrouver les mêmes installations. Et si on doit compléter pour un module d'aller dans un grand studio de mixage, pour un module particulier, on le fera. Idem pour la photo ou des choses comme ça. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus possible les mêmes installations, organisées un peu différemment, mais d'avoir les mêmes installations et surtout d'avoir la possibilité, comme le disaient nos deux étudiants, de pouvoir continuer à travailler entre étudiants le soir et que ça soit ouvert, etc. Voilà, donc ça, on va vraiment le privilégier parce que c'est vrai que l'école, c'est ce qu'on enseigne et ce que font les étudiants aussi ensemble. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être Je sais pas, pour poursuivre juste sur ce sujet-là, mais j'emploie souvent le mot d'artisanat pour décrire le type d'enseignement qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on a des outils, une matière, et les étudiants apprennent à organiser la matière à l'aide de l'outil. Donc le lien très étroit qui existe entre l'objet... Oh là, c'est pire encore, non entre la tâche à accomplir et l'outil au moyen duquel on le fait, c'est indissociable. Donc on veillera à ce que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. C'est fini. On peut prendre une dernière question s'il y a. Et ben, s'il n'y a pas, de toute façon, n'hésitez pas après à aller leur parler. Vous
vous les retrouver juste dehors. Il y a encore pour quelques, on va dire une demi-heure, je pense un peu des étudiants et les enseignants qui sont encore au premier étage et dans les studios plateaux. Voilà, là on va passer sur la dernière heure de la journée avec des dernières projections de courts-métrages de nos étudiants, auxquels évidemment les étudiants du Master Son ont participé aussi. En tout cas, merci d'être venu. Ça fait plaisir après ces années de pure visio de retrouver des vrais gens pour montrer notre école.